Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui a pour objectif de vous faire découvrir des œuvres des musées d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine, chargé des collections anciennes du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je vous présente le buste de Jean de Morvilliers, créé par Germain Pilon aux environs de 1578. Germain Pilon n'est pas un choix anodin pour la commande de ce buste, puisqu'il fait partie des sculpteurs les plus importants pour le XVIe siècle en France. Vous voyez ici à l'écran deux commandes particulièrement prestigieuses qu'il a pu obtenir avec d'autres artistes, mais il obtient, disons, la part du lion sur ses chantiers, à savoir sur la gauche de l'écran le tombeau de Henri II et de Catherine de Médicis, toujours aujourd'hui dans la basilique de Saint-Denis, et sur la droite, au musée du Louvre aujourd'hui, le monument du cœur de Henri II également. Deux commandes royales donc qui permettent d'asseoir la renommée de cet artiste. La décision de faire appel à une personne aussi prestigieuse parmi les artistes actifs à l'époque n'est pas surprenante puisque le buste est commandé pour le tombeau de Jean de Morvilliers, une figure essentielle, né en 1506 à Blois et mort en 1577 à Tours. Jean de Morvilliers quitte Blois afin de se rendre à Bourges où il devient lieutenant général du bailliage. Ensuite, il se rend à la cour et là, il devient maître du Grand Conseil, maître des requêtes, et la confiance que le milieu royal lui accorde s'étend jusqu'à finir par lui confier l'ambassade de Venise. De retour en France, il devient évêque à Orléans. Et c'est en tant qu'évêque qu'il se rend à Trente afin d'assister au célèbre Concile de Trente qui marque le début d'une réponse très structurée de la part de l'Église catholique romaine à la réforme protestante. Il termine sa vie en se retirant au monastère de Saint-Pierre de Melun et c'est finalement lors d'un dernier voyage en direction de la cour alors installée à Poitiers que Jean de Morvilliers décède sur le chemin donc à Tours en 1577. À la fin de sa vie, un proche est chargé de la construction de son tombeau qu'il souhaite voir érigé comme celui de son père et de son grand-père à l'intérieur des Cordeliers de Blois que vous voyez sur ce plan tout en haut, au plus proche des remparts. Le minutier central des notaires de Paris aux Archives nationales, mine incroyable pour les archives, notamment en histoire de l'art, a conservé le devis de la sépulture de Jean de Morvilliers qui est passé le 4 novembre 1578. Plusieurs éléments sont commandés et notamment on signale en premier une grande épitaphe avec un buste. Voici le passage concerné. Premièrement, sera fait une grande épitaphe et mémoire. Pour l'ornement de cette épitaphe, sera fait au milieu d'icelle une grande ovale, creusée en forme de niche, laquelle sera de marbre noir, ornée au pourtour d'une petite moulure de marbre blanc, qui sera enrichie d'enrichissements convenables, et dedans icelle ovale sera le portrait et figure dit celui seigneur, représenté au plus près du naturel, que faire se pourra, laquelle figure et portrait seront de bronze. Le devis continue et vous voyez ici l'intégralité de ce texte pour ceux qui souhaiteraient le lire, extrait donc de tome 2 dédié à l'histoire de l'art au XVIe siècle dans le minutier central des notaires, publié en 1986. Je vous laisse donc pour les plus amateurs découvrir l'intégralité de la description de son tombeau et nous revenons seulement sur ce buste qui est conservé aujourd'hui au musée et qui est la seule partie pour laquelle nous conservons un témoignage de l'agencement d'origine puisque vous voyez sur la droite de l'écran l'image d'un dessin conservé à la Bibliothèque nationale de France qui montre le buste à l'intérieur de sa niche dans cette fameuse ovale qui est décrite dans le devis. L'ensemble du tombeau jouait d'un contraste entre le marbre blanc, le marbre noir, l'aspect sombre du bronze, mais surtout grâce aux indications qui se trouvent dans ce dessin, notamment regardez comment la pupille semblait travailler, tout cela nous permet d'envisager que ce bronze, ce buste, était à l'origine peint à l'imitation du naturel, afin de répondre à l'exigence du devis que vous revoyez ici à l'écran, sera le portrait et figure d'Isselieu Seigneur représenté
au plus près du naturel que faire se pourra. D'autres exemples existent également de bustes où l'on sait que le bronze avait été peint et très vraisemblablement ici donc nous sommes dans ce cas-là. Donc en plus de l'harmonie globale, il fallait compter sur un contraste fort avec cette figure en bronze, mais en bronze peint à l'imitation du naturel. Ce buste est ainsi particulièrement précieux puisque localement il permet de renseigner quelque peu sur le décor d'une église aujourd'hui disparue, mais c'est également une pièce absolument incontournable de l'histoire de l'art puisque les bustes de Germain Pilon ne sont pas si nombreux que cela et de manière générale, les bronzes de la Renaissance ne sont pas conservés dans un nombre fort important puisque le bronze a l'inconvénient de disparaître beaucoup trop facilement au fil de l'histoire. Dès que du bronze était nécessaire pour un nouveau projet, certains n'hésitaient pas en effet à fondre ce que d'autres avaient fait par le passé. Dans le buste de Jean de Morvilliers, Germain Pilon ne peut pas s'appuyer sur un costume riche et opulent, comme dans le cas du buste de Charles IX conservé aujourd'hui à Londres à la Wallace Collection. Dans ce chef-d'œuvre du musée d'Orléans, Germain Pilon ne peut s'appuyer que sur sa virtuosité brute, si l'on ose dire, dans la manière de représenter ce costume sans aucune emphase et dans sa capacité à rendre avec une grande délicatesse l'ensemble des détails tant de ce costume que du visage de l'évêque Jean de Morvilliers. Vous voyez ici de nombreux détails où l'on ressent vraiment toute la richesse du travail de Germain Pilon dans le travail de reprise de ce bronze, notamment en particulier même au niveau du visage et de la barbe du personnage. L'église des Cordeliers de Blois disparaît au tout début du XIXe siècle et c'est à travers différents textes que l'on trouve quelques informations durant le XIXe siècle concernant le tombeau de Jean de Morvilliers, dont je vous le rappelle, nous ne conservons que le dessin que vous avez vu figurant seulement l'ovale avec le buste de Jean de Morvilliers à l'intérieur. La première source est une lettre d'Alexandre Lenoir au ministre de l'Intérieur, datée du 9 novembre 1807. Alexandre Lenoir est le directeur du Musée des Monuments Français à Paris et il a rassemblé dans cet établissement un ensemble de pièces qui, autrement, auraient pu disparaître au début du XIXe siècle, essentiellement de la sculpture. Dans cette lettre, il signale « Le célèbre Jean de Morvilliers, chancelier de France en 1568, avait un tombeau à Blois, sa patrie, dans l'église des Cordeliers. Ce tombeau que j'ai vu était au talent de Germain Pilon. Il était composé du buste de cet homme si illustre par sa conduite au concile de Trente, de deux figures de vertu en marbre blanc et d'un groupe composé d'un lion et d'une biche en bronze du même auteur. Monseigneur, la Révolution a détruit ce monument, mais il reste encore plusieurs morceaux tels que les deux figures en marbre et le groupe en bronze que l'on me propose d'acquérir. Le buste de Morvilliers a été transporté à l'évêché d'Orléans, je pense qu'il conviendrait beaucoup mieux de le réunir dans le musée des monuments français aux personnages de son siècle. La seconde source est l'histoire de la ville de Blois de la Sauzet, où il signale que le buste de bronze de Monsieur de Morvilliers a été envoyé à l'évêché d'Orléans, le cercueil de plomb est dans les caveaux de la cathédrale, deux des quatre pleureuses placées aux angles du monument se voient aujourd'hui dans le cimetière de Blois, à la tombe de Monsieur de Bergevin, ancien vice-président du tribunal qui les avait sauvées de la destruction. Ces informations sont reprises de manière un peu plus détaillée, mais ce sont presque les mêmes informations qui sont dévoilées dans l'ouvrage dédié à Jean de Morvilliers par Gustave Baguenot de Puchesse, dont vous voyez le texte à l'écran. Toutes ces sources concordent à mentionner l'existence de figures féminines sculptées associées au tombeau, des vertus, des pleureuses, la description est incertaine. Il a été tenté de les identifier dans les collections du musée d'Orléans, sur la partie gauche, ou dans des collections privées, partie droite. Tout cela est encore assez complexe, mais cela nous éloigne du cœur du sujet, à savoir la pièce centrale de ce monument, le buste de Jean de Morvilliers. Ce dernier, dès la destruction du couvent des Cordeliers, est donc transféré à l'évêché d'Orléans, Jean de Morvilliers ayant occupé la charge d'évêque d'Orléans.
Mais la pièce obtient une vraie célébrité durant tout le 19e siècle, buste en bronze de la Renaissance d'une figure importante de l'histoire de France. Cet objet est prêté par l'évêché à de nombreuses reprises, notamment lors de l'exposition universelle de Paris de 1878. Vous voyez d'ailleurs une gravure sur la gauche de l'écran qui commémore cela. L'œuvre est classée au titre des monuments historiques en 1899 et au début du XXe siècle, sa célébrité est telle que l'on décide de transformer une photographie du dit buste en une carte postale, dont un exemplaire conservé dans les collections du musée d'histoire d'Orléans est visible à la droite de l'écran. En 1905, séparation des églises et de l'État. Une réflexion est alors entamée concernant les œuvres d'art des cathédrales qui sont alors propriété de l'État, et il est décidé dans le cas d'Orléans de remettre en 1909 à l'État un ensemble d'œuvres dont le buste de Jean de Morvilliers. La réflexion se poursuit encore quelques années, et en 1911, un lot important d'œuvres d'art dont le buste de Jean de Morvilliers est alors déposé au musée d'Orléans. C'est donc au musée que vous pouvez l'admirer depuis 1911 et il constitue encore aujourd'hui un des chefs-d'œuvre encore trop méconnus de la Renaissance française et de la sculpture, chef-d'œuvre donc de l'artiste Germain Pilon.